Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour les Congo, les peuples Congo, bonjour les amis du tiers-monde, partout où vous êtes, bonjour les abonnés de Maman Olga, ceux qui nous donnent, ceux qui nous soutiennent, nous donnent le courage. Bonjour à vous tous, chers compatriotes. Vous savez que nous sommes là pour vous. Vous savez que vous savez pour quelles raisons nous sommes devant nos caméras. Nous sommes là pour venir partager l'information avec vous, car la communication un, est la quatrième puissance pour combattre son ennemi. Sans être informés, mes chers compatriotes, nous ne saurons jamais pourquoi nous allons combattre, pourquoi nous sommes en train de lutter et nous sommes en train de combattre. Vous savez très bien que dans le passé, on était privés de la communication, on était mal informés, c'est pour ça que nous avons suivi tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de venir informer notre peuple pour ne pas que la société civile soit mal orientée. Alors, chers compatriotes, ce matin, je suis là pour vous. Je suis là pour venir partager cette information avec vous. Nous avons appris que l'activiste Kémy Seba son interview a été censurée, l'interview qu'elle a eu à voir dans la chaîne LCP. Alors, chers compatriotes, nous allons nous poser la question: où est la liberté de l'expression? Kémy Seba, on censure Kémy Seba. Kémy Seba n'a jamais, c'est pas un criminel. Kémy Seba n'a jamais commis un génocide. Kémy Seba ne fait que informer les peuples à qui on avait privé de cette information. Alors, si aujourd'hui on empêche aux activistes, aux résistants de pouvoir même se communiquer. Mais pourquoi ces gens-là qui nous font les leçons de morale sont en train de soutenir les criminels, les dictateurs, les génocidaires, tous ceux qui sont en train de détruire, qui ont le sang des humains ou les sangs de leur peuple dans leurs mains. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, vous qui êtes encore assis, qui regardez notre combat, qui regardez notre détermination, notre éveil de conscience, notre courage, nous venons là pour vous encourager. Nous venons là pour vous motiver. Chers compatriotes, vous savez très bien que on avait été on nous avait menti dans une histoire où même l'enseignement euh, euh, qu'on nous présentait était un enseignement euh, mensonger. Parce qu'aujourd'hui, la vérité que nous venons dire à nos peuples, sans faire du mal à qui que ce soit, est en train de faire mal à ceux qui avaient coopté le mal des citoyens depuis la nuit des temps. Alors, chers compatriotes, puisque je suis là pour partager cette information de la censure de l'activiste Kémy Seba, nous allons partager cette interview. Comme ça, vous allez vous-même voir pourquoi, pourquoi notre activiste panafricain, c'est Kémy Seba, a été censuré. En quoi cette interview est dangereux pour que les peuples, pour que ça fasse mal au peuple. En quoi quelles sont ces informations qui sont cachées que les peuples, que les Occidentaux ou les malins, les assassins, parce qu'aujourd'hui nous savons très bien que cette démocratie qu'on nous a toujours prônée, c'était une démocratie pour assassiner la société civile, pour assassiner les citoyens. Parce que maintenant nous voyons ceux qui ont créé des guerres, ceux qui ont créé du désordre dans le monde, ne veulent pas que nous puissions nous exprimer. Mais ce n'est pas eux qui étaient en train de qui nous parlaient
de la libre expression. C'était pas eux qui nous parlaient de la justice pour tous. C'est pas eux qui nous parlaient de la fraternité. C'est même dans le pays de droits de l'homme qu'on censure la libre expression de Kémy Séba. Alors, sans plus tarder, mes chers compatriotes, nous allons écouter cette interview avec vous. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils se sont trompés d'époque. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes à l'ère de l'Android. Nous sommes à l'heure où nous pouvons rester chez nous et apporter l'information là où ça doit être. Alors, nous ne sommes plus dans cette époque où on devait passer par des protocoles pour parler à certaines personnes. On devait demander, on devait connaître les gens ou demander la permission pour pouvoir communiquer et donner l'information à nos peuples. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes à l'époque où tu as le temps, tu as le courage, tu prends ton téléphone et tu passes le message. Et le message va arriver là où ça doit arriver. Tant pis pour ceux aujourd'hui qui croient, qui ne veulent pas s'émanciper. Tant pis pour ceux qui veulent encore rester dans la vieille logistique des impérialistes et les néocolonialistes. Si vous ne voulez pas sortir de votre esclavagisme, c'est votre choix. Mais aujourd'hui, toute personne, tout individu qui a cru être brimé, qui a été pris en otage par les Occidentaux, par le colon, aujourd'hui, il est temps de sortir de là parce que nous sommes en train de venir vous montrer qu'est-ce que c'est de combattre et combattre son ennemi. Voilà, mes chers compatriotes, là, je vais vous passer cette interview que nous allons suivre ensemble, qui censurent Kémy Séba dans leur chaîne de LCP, mais aujourd'hui, l'interview est là, le message est là et nous allons l'écouter seul. Maintenant, c'est à eux de venir censurer tous ces réseaux, toutes ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux parce que nous sommes en train de dire la vérité. Vous avez vu comment est-ce que la vérité fait mal. Vous avez vu comment est-ce que la vérité frappe parce que les réseaux sociaux sont en train de frapper là où ça fait mal. Et voilà que ça les dérange maintenant parce qu'ils étaient habitués à faire circuler, à faire voyager les messages, les faux messages. Alors, chers compatriotes, voilà, aujourd'hui, nous allons suivre cette interview ensemble et vous allez comprendre à quel jeu a toujours joué ces Occidentaux. Voilà, mes chers compatriotes, suivons ceci ensemble. C'est une interview qui dure 28 minutes. Suivons ceci. Le plus subjectif. Vous appelez haine ce que nous appelons volonté de justice. Ça, c'est Kémy Séba. Volonté d'autodétermination. Volonté de cessation définitive, totale du néocolonialisme. Il y a eu une première phase de décolonisation qui malheureusement n'a pas été à son terme. Dans les années 60. Voilà. Et il y a une ultime phase. Thomas Sankara avait initié cette deuxième phase de lutte. Président du Burkina Faso. Hein. Tout à fait. Et il y a cette dernière phase au XXIe siècle où nous essayons avec quelques autres d'animer justement cette... Ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation de masse, l'éducation politique. Gramsci parlait de la bataille culturelle. La bataille culturelle est plurisectorielle. Et la démarche qui est la nôtre passe par à la fois les mobilisations de masse, l'éducation de nos populations sur les terrains de la géopolitique, de la science politique, la sensibilisation sur les questions du néocolonialisme, par le biais des bases militaires, par le biais du français. Il faut que les bases militaires se retirent. Si vous avez l'armée américaine qui vient à Paris et qui squatte la Tour Eiffel, qui squatte les lieux stratégiques chez vous, vous qui êtes un souverainiste, monsieur Tréhard, d'après ce que je sais, je pense que vous ne serez pas content. Bien, ce qui est valable pour vous est valable pour nous aussi. Nous sommes tous des êtres humains. Et le franc CFA? Le franc CFA, la réforme, les changements sont en train d'être opérés, si je puis dire. Je ne pense pas que ça aille à la vitesse que vous souhaiteriez. Monsieur Tréhard, c'est pas parce qu'on met du mascara sur un cocard que le cocard disparaît. Et ce sont des changements cosmétiques, même si je reconnais que suite à nos mobilisations et aux diverses incarcérations et interdictions d'entrer sur le territoire qu'on m'a imposées ces dernières années en Afrique francophone, en effet, il y a eu
officiellement la disparition du compte d'opération, qui est quand même un acte symbolique fort, mais qui reste un acte symbolique. Mais l'arrimage du franc CFA à l'euro, quand on sait que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, cela, ça anéantit tout processus de compétitivité. Et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Ça ne nous arrange pas. Ça, c'est une réalité. C'est surtout que le franc CFA, qui est une monnaie commune à l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale, ce sont deux francs CFA, on leur réserve en France. C'est ça aussi. Hein, tout à fait. Une espèce de dépendance. Et c'est pour ça que, soi-disant officiellement, ils ont dit qu'ils fermaient les comptes d'opération. Pour l'instant, on est dans des textes, on est dans des grandes déclarations. On attend la matérialisation de ces situations. Mais si je comprends bien, en fait, ce que vous voulez, c'est que ce que vous appelez une espèce de néocolonialisme se retire de l'Afrique, mais c'est pas pour ça que vous avez une détestation de la culture française. Mais moi, je suis né en France. Vous avez un passeport français? J'ai un passeport français, béni. Je suis né en France. Et vous le gardez, votre passeport? Je ne vais pas faire semblant, j'attends que Macron me le retire, ce qui me fera beaucoup sourire. Maintenant, je le dis très clairement, le prolétariat français n'est pas mon adversaire. Mon problème, ce sont les élites néolibérales qui sont en train d'asphyxier leur population, de les saigner et de faire en sorte qu'on va dans une direction qui n'est pas dans la logique de l'émancipation des peuples. Et bien, c'est pas là, vous visez aussi des élites africaines? Et en priorité, je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Mon discours premier et mes adversaires prioritaires, ce sont les dirigeants d'Afrique francophone que vous interviewez bien souvent d'ailleurs, et qui sont dans une, c'est votre travail, hein, je ne vous en veux pas, et qui sont dans une logique quelque part de détourner de manière systématique les deniers de l'État pour avoir leur vie de rêve que même les plus grands mafieux siciliens ou américains n'avaient pas. Nous avons des dirigeants qui sont les plaies numéro 1 de nos populations. Les qualifieriez de mafieux? Ce sont des mafieux. Mon président, le président du Bénin est un mafieux. Le président de la plupart des pays... du Bénin, c'est M. Patrice Talon. Patrice Talon. Le président Alassane Dramane Ouattara est un mafieux. La plupart des dirigeants d'Afrique francophone sont des mafieux. Et donc, je dis toujours que... Et certains d'entre eux sont élus démocratiquement. Oui, vous savez, la démocratie chez nous, on expulse, on interdit à la plupart des candidats gênants de se présenter. Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle? Il me semble, dans le propos que vous tenez, justement, en disant, nos aînés, ceux qui ont lutté pour l'indépendance dans les années 60, ils n'ont pas fini le boulot, ou ils ont mal fait leur boulot, ou ils sont tombés dans des... Je ne me permettrai jamais, parce que je les aime profondément. Vous pensez à qui, notamment? Vous avez parlé de Thomas Sankara. Je parle de Lumumba, je pense Sankara plus jeune, évidemment, puisque c'était les années 80. Lumumba, 1960. Lumumba, Oumniobé, paix à son âme, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral, tous ces derniers étaient des géants. Ouais. Et qui ont fait leur part à leur époque. D'accord. Compte tenu des armes qu'ils avaient à leur disposition, c'est pas parce qu'aujourd'hui on calcule plus vite, juste c'est très important ce que je dis, que cela signifie qu'on est meilleur, parce qu'on a des calculatrices très perfectionnées, qu'on est meilleur que ceux qui n'avaient pas de calculatrice à l'époque et qui mettaient des heures pour résoudre des équations. C'est juste qu'on a des moyens, des techniques pour arriver à un résultat qui sont plus rapides et qui nous permettent d'avancer plus rapidement. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la télécommunication, on a les portables. C'est beaucoup plus facile. Plus facile de mener le combat que vous menez dans ces conditions. Vu les coups qu'on prend, dire que c'est plus facile, je pense que la répression est toujours présente. Ouais. Mais il est plus difficile de faire taire des gens aujourd'hui. À la seconde où on m'arrête aujourd'hui, ça fait le tour d'Afrique. On est suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus difficile d'enrayer la machine que ça ne l'était à une certaine époque. Pour nos prédécesseurs, c'est évident. Est-ce que cette fracture générationnelle existe entre la jeunesse d'aujourd'hui qui manifeste dans les rues, à Bamako, parfois en Côte d'Ivoire aussi? Est-ce que cette fracture, elle est par rapport à leurs aînés, alors aux aînés d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux classes politiques, aux dirigeants? J'ai du mal parler de fracture générationnelle parce que dans la rue, même s'il y a une majorité de jeunes, puisque la majorité des Africains sont jeunes sur le continent. Moins de 25 ans. Hein. Tout à fait, mais aussi beaucoup d'aînés qui nous saluent, qui nous prennent dans les bras dans tous les pays d'Afrique francophone où on voyage et qui nous remercient pour le combat mené. Donc parler de rupture générationnelle me gêne. Je pense qu'il y a une transformation sociétale qui est en train d'être opérée et la société civile est en train de devenir progressivement, c'est ce que Zbigniew Brzezinski prévoyait dans une analyse prospective donc dans les années 80, il disait que le 21e siècle serait peut-être le passage du transfert du pouvoir qui auparavant était au sommet et qui arriverait progressivement au niveau de la base que l'on pourrait synthétiser par la société civile. Je pense que le 21e siècle est le siècle de la société civile et dans cette société civile, il y a beaucoup de jeunes évidemment. Là où les institutions sont prises en otage pour l'instant par une sorte de gérontocratie qui est évidente et où on a des gens qui n'arrivent pas à marcher mais qui pensent qu'ils peuvent diriger un pays. On vous fait un reproche, une critique même, qui est assez acerbe et qui... Moi j'aime les critiques, je m'en nourris. Après tout,
On dit, mais vous faites le voyage à Moscou auprès de Monsieur Prigojine. Vous allez souvent en Turquie. Donc, c'est pas la France, mais c'est d'autres puissances qui cherchent à mettre un pied sur le continent africain. Mais en fait, quand les Africains font de la géopolitique, ça devient quelque part un changement de colon. Pourtant, Macron avait des business, une multitude de business avec la Russie avant le début de la guerre. Donc, pourquoi quand les Africains, eux, font de la géopolitique, ça devient tout de suite une volonté de changer de maître. Quand vous me connaissez un petit peu, si vous me regardez un petit peu, allez vous demander à Prigozhin, avec qui d'ailleurs Prigozhin, avec qui je ne parle plus depuis des années. Ah bon, vous êtes en rupture? Parce que il est venu, et c'est très important que vous compreniez une chose. Ouais. La géostratégie, c'est être capable, quand vous avez un adversaire qui est puissant, de tisser des liens avec des adversaires qui peuvent faire contrepoids. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vos patrons, ils ne le seront jamais. Alexandre Douguine, qui est un homme qu'on dit proche de Poutine, je ne sais pas s'il est tant que ça d'ailleurs. Je peux vous dire que il est plus, paix à son âme derrière. Son fille est morte il n'y a pas très longtemps. C'était une amie. Dans un accident de voiture qui est probablement un attentat. Vous continuez à avoir des relations avec lui? Douguine est un camarade, on n'est pas d'accord sur tout. Lui, son centre de gravité, c'est la Russie. Moi, mon centre de gravité, c'est l'Afrique. On a une même détestation du néolibéralisme, du progressisme dégénéré. Et l'occidentalisme. De l'occidentalisation du monde à pas forcé, qui est effectuée un peu partout. Donc, vous ne condamnez pas l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'armée russe? Je vais vous faire une petite confidence. La guerre interethnique, comme vous aimez bien ce terme, les Français, entre la Russie et les cousins européens, parce qu'en réalité, vous êtes semblables, vous êtes un grand continent, l'Eurasie. Cette guerre interethnique ne me concerne pas. Maintenant, je ne suis pas le porte-parole de la Russie. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas en Russie. Je ne suis pas non plus naïf sur le fait qu'il y a du racisme en Russie. Et donc, la Russie, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont elle dérange l'Occident aujourd'hui. Maintenant, vous m'avez parlé tout à l'heure de la Russie, vous m'avez parlé de la Turquie aussi, oui. Je suis plus proche, par exemple, de Cuba ou de l'Iran que je suis proche de la Russie et de la Turquie. Mais les gens n'en parlent pas. C'est intéressant. Alors, il y a un sujet qui inquiète aussi beaucoup. C'est la montée de l'islamisme en Afrique, notamment dans la bande sahélienne. En allant en Turquie, on sait que la Turquie, le président turc Erdogan est assez proche des frères musulmans. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet non plus de cette montée de l'islamisme? Au contraire, est-ce que vous l'épousez? On va être très clair. Moi, je combats pour la souveraineté africaine, pour l'autodétermination politique, de l'Afrique économique et culturelle de l'Afrique. Et moi, je suis ce que l'on appelle un traditionnaliste. Par rapport à mon livre Philosophie de la panafricanité fondamentale, je suis des plus clairs dessus. Je pense qu'on a notre identité, ce qui ne signifie pas que je suis dans une logique de repousser les diverses acceptions religieuses ou spirituelles, mais je pense qu'on a notre identité. Je suis un Béninois, je suis un Dahoméen, et on a une identité traditionnelle très forte. Donc le vaudou est très fort d'ailleurs. C'est de ça dont je parle, entre autres notamment. Et quand je vais voir les Turcs ou les Russes, ils voient un Africain. Ils ne voient pas quelqu'un qui serait de leur école ou autre, mais ils voient un Africain souverainiste qui se bat pour les siens et qui aujourd'hui est très suivi. Et ils ont très bien compris qu'ils ont intérêt à prendre en considération la force en présence que nous représentons. Maintenant, pour ce qui est de l'islamisme, votre gouvernement a une grosse responsabilité dans la montée de cet islamisme, puisque quand on fait assassiner Kadhafi, qui était un rempart à cet islamisme-là, qui déstabilise la bande du Sahel, sa chute déstabilise. Évidemment, ça laisse tous les fous furieux venir essayer d'étendre leur influence. Mais il y a face à eux une montée aussi de ce souverainisme africain polymorphe. Il y a au Burkina, par exemple, des musulmans, des chrétiens, des traditionalistes qui sont là, mais qui ont tous comme rameau de défendre l'Afrique avant tout. Et cet islamisme ne passera pas et nous n'accepterons pas qu'il passe. Ce que vous appelez islamisme, moi j'appelle ça un terrorisme qui est très utile au multinational d'ailleurs. Et donc sans faire de complotisme en tant que tel, je vous le dis et je vous le répète, ceux qui sont les créateurs de ce Frankenstein, ils sont plus du côté de Paris ou de Washington que du côté de Ouagadougou ou de Bamako. Alors, vous êtes fait connaître et vous avez répandu votre réflexion à travers une trilogie, Supranégritude, le tome 1, le tome 2, Black Nihilisme, le tome 3, l'Afrique libre ou la mort, où vous rendez hommage d'ailleurs à nombre de figures africaines. On retrouve Thomas Sankara, mais on retrouve aussi des figures noires qui ne sont pas africaines, comme Elie Domota, qui est un des syndicalistes antillais. Mais qui est afrodescendant. Mais qui est afrodescendant par définition. Et vous sortez un nouveau livre,
un livre très théorique sur la philosophie de la panafricanité fondamentale chez Fiat Lux. C'est quoi cette panafricanité? La panafricanité, c'est un état de fait. C'est partir du principe que si nous sommes capables d'enlever, de nous désaliéner complètement, de revenir à notre paradigme originel, de sortir des différentes formes de colonialisme qui nous ont asphyxiés psychologiquement, intellectuellement et spirituellement, si nous revenons à nous-mêmes, nous sommes capables d'être dans cette logique d'unité originelle. C'est être aussi capable de comprendre que nous sommes dans un monde qui est la globalisation de l'occidentalisation. On nous a présenté la modernité comme le seul mode sociétal en tant que tel, et on nous a parlé de la tradition comme quelque chose qui devait être proscrit. Parce que ceux qui sont quelque part le peuple récipiendaire de cette modernité pensent que tout ce qui est nouveau comme lui est bon et tout ce qui est ancien comme les peuples qui l'ont précédé est mauvais. Mais moi, je pars du principe que ce qui est ancien est plus proche de l'origine de la création et plus proche quelque part de la bonne direction. En fonction du temps qui passe, en fonction du progrès qui se fait, le progrès qui nous est présenté par l'Occident, je suis désolé, mais c'est pas un progrès qui est valable pour tout le monde. Le progrès pour vous est peut-être une dégénérescence pour nous. Alors, je vais faire apparaître un homme sur cet écran qui a écrit une phrase, qui a dit une phrase absolument, je le devine, extraordinaire, oui. D'après moi. Hein. Oui, mais je voudrais savoir si elle est compatible avec ce que vous dites. Donc il s'appelle Léopold Sédar Senghor. Je vous assure que j'ai... Allez-y, allez-y. Et la phrase, c'est « L'orgueil d'être différent n'empêche pas le bonheur d'être ensemble ». Alors, déjà, non, c'est pas possible. Alors déjà, pour commencer, Senghor est très loin d'être une référence pour moi, et de tous les apôtres de la négritude, c'est vraiment celui que j'apprécie le moins en toute objectivité. Vous préférez Césaire? Il n'y a pas photo. Et si je vais aller plus loin, je préfère Léon Gontran Damas, qui pour moi était le plus, pour employer un terme de jeu, était le plus thug de tous. Maintenant, pour revenir sur cette phrase, moi je crois en l'union des peuples, dans le respect de leurs différences, en effet. C'est ce qu'il dit. Tout à fait. Mais il faut toujours préciser que pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait justice. Pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait cessation des pillages. Il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, qui est de moi pour le coup, excusez-moi de je vous en prie, qui est de l'exclusion d'un peuple par un autre, naît la volonté du peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Ouais. Notre peuple a été mis à l'écart de l'humanité à trop d'égards, et pendant trop longtemps. Non pas par les prolétariats des autres peuples, mais par les élites, notamment occidentales et arabes. Parce que c'est toujours facile de parler d'une entité. On parler de ça, justement. J'ai aucun problème, j'ai aucun tabou. Et cette réalité a fait qu'il arrive un moment où des gens comme nous, et apparemment une grande partie de notre génération, finit par se dire qu'il est nécessaire que l'on se prenne en charge, qu'on prenne nos responsabilités. Oui, si on peut avoir des connexions avec d'autres pays pour embêter notre adversaire commun, on le fait, mais ne jamais laisser ces autres pays nous dire ce que nous devons faire et imposer quelque part la tyrannie de notre volonté souveraine. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. La négritude de Senghor, c'est un fraternalisme que vous ne partagez pas. Bon, il avait même ce fraternalisme jusque dans son intimité la plus proche, puisque je crois que son épouse était française, normande. C'est son choix. Moi, je préfère la femme noire. Mais après, c'est une question de choix. Ce que je dis juste, c'est que nous pensons que c'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir avec le reste de l'humanité. Alors, il y a une limite peut-être. C'est que, selon vous, selon moi, l'Afrique au singulier, c'est bien gentil, mais l'Afrique, elle n'est pas singulière. L'Afrique, elle est plurielle. C'est pour ça que nous parlons de l'Est, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'Afrique du Nord. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est un combat commun? Alors, on va commencer, on va aller étape par étape, parce que l'Afrique du Nord, c'est la première étape. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai fait toutes ces parties du continent, y compris l'Afrique du Nord d'ailleurs. J'ai fait l'Afrique de l'Est à de multiples reprises, j'ai fait l'Afrique australe à de multiples reprises, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Il y a des différences. L'Afrique du Sud, c'est évidemment l'Afrique australe. Bien évidemment. Et il y a des différences évidentes. C'est une mosaïque. Mais il y a des points communs aussi foudroyants pour ceux qui sont dans une logique de vouloir les étudier en réalité avec profondeur. Et différents anthropologues, différents historiens ont fait ce travail bien longtemps avant nous. Et donc il y a une diversité de peuples, mais il y a une communauté de destin. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on va à l'extérieur, que vous soyez éthiopien, que vous soyez sud-africain, que vous soyez camerounais ou congolais ou autre, vous serez toujours considéré comme un nègre. Ça signifie beaucoup de choses. Mais pas quand vous êtes algérien ou tunisien. Ah, c'est sûr que quand vous êtes algérien ou tunisien, vous n'êtes pas considéré comme un nègre, mais vous pouvez être traité comme un salarabe, qui est quand même quelque part une vision d'ostracisme réel que l'on peut constater. Mais le traitement
des Noirs et des Arabes est différent. Nous avons des réalités différentes. Même si quand vous allez au Maroc, vous voyez aussi énormément la communauté Gnawa et énormément d'afro-descendants, de négro-africains descendants qui sont présents dans ces pays. La traite orientale a été, si on en croit les historiens, bien pire peut-être que la traite occidentale. Si vous me parlez de Petre Grenouillot, vous comprendrez que je ne prenne pas trop au sérieux ses travaux. Chacun a ses références. Maintenant, il y a une évidence. L'esclavage, la traite orientale, a été une traite profondément négrophobe, raciste, violente. C'est un fait, un élément factuel. Il n'y a pas de tabou dessus. Et la traite que l'on a pu voir en Occident a été le bouquet final. Donc nous, on n'est pas dans une hiérarchie des crimes, on est dans une constatation qui est que en Occident ou dans le monde arabe, la négrophobie est des plus putréfiée et notre génération est là pour montrer que la fête est terminée sur ce terrain-là. Alors, en 1973, un certain président à l'époque d'un pays qui s'appelle Zaïre, Mobutu Sese Seko, fait une déclaration absolument tonitruante à la tribune en parlant des négriers. Il s'est rien passé après. Bon, je veux dire, Mobutu était lui-même un grand négrier pour son peuple, donc c'est une grande histoire, et un agent des Américains à bien des égards. Donc j'ai du mal avec les dénonciations opportunes quand ça l'a arrangé, et sa soumission à bien des égards vis-à-vis de l'Occident. Quand on sait le rôle qu'il a eu dans l'assassinat de Lumumba, pas le rôle direct, mais j'ai du mal avec Mobutu, même si cette déclaration qu'il a eue à cette occasion était des plus puissantes, on doit le reconnaître, sur bien des points. Mais était sans suite. Hein. Mais sans suite, parce que le problème, c'est que notre peuple ne peut pas s'en sortir uniquement par des déclarations. Il faut qu'il arrive un moment où il y a un effort collectif qui soit matérialisé, qui soit effectué sur le terrain pour que sur différents secteurs, cette volonté d'autodétermination puisse être présente sur tous les terrains, sur le terrain économique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'intention, mais il y a peu d'action. Et c'est pour ça aussi que notre génération a décidé de ne plus attendre nos dirigeants. Alors, Kémy Séba, j'ai dit que vous étiez auteur de livres. Comment vous vous définissez ? Est-ce que vous êtes un homme politique ? Est-ce que vous êtes ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais un activiste, c'est-à-dire quelqu'un qui remue un peu un agitateur, quoi. Est-ce que vous êtes un écrivain ? Comment vous vous définissez ? Qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs ? Je me définis comme un homme africain au XXIe siècle, afrodescendant, africain. Je suis les deux. Je suis né en France. Vous êtes né à Strasbourg ? Tout à fait, même si j'ai vécu la plupart de ma vie en région parisienne. Je me considère comme un panafricaniste, activiste, politique, un idéologue de ce courant-là, un rénovateur aussi de ce courant politique qui, je pense, a besoin d'être dépoussiéré et adapté au contexte du présent. Je me considère comme quelqu'un qui résiste aux différents mots MAUX qui minent notre continent. Et je me considère surtout comme quelqu'un qui veut voir les peuples se rapprocher, mais débarrasser d'un néolibéralisme putréfié qui est en train de nous emmener vers une direction, d'un progressisme qui est en réalité une régression qui dépasse l'entendement. Alors, vous êtes de votre autre pays natal. Bon, le pays natal, c'est la France, mais vous avez des attaches béninoises. J'y vis. Vous y vivez. Je mène un combat politique contre, d'ailleurs, le président. Le président Talon. Tout à fait. Vous avez vécu au Sénégal, d'où vous avez été expulsé. Avant ça, j'étais journaliste politique vedette de la 2STV. Et Macky Sall m'aimait beaucoup tant que j'étais journaliste politique. Il m'a moins aimé quand j'ai commencé à faire les mobilisations contre la France-Afrique. C'est bizarre. Est-ce que vous avez une ambition politique ? Est-ce que, par exemple, être président du Bénin, succéder à M. Talon ou à un autre, c'est un de vos objectifs ? C'est du domaine du possible. Mais c'est pas à vous que je vais donner un scoop. Mais quand on fait de la politique, on est dans la société civile. Le processus électoral vous intéresse ? Quand le processus électoral n'est pas vicié, oui, ça m'intéresse. Mais quand on est dans une république du Gondwana, j'ai tendance à voir ça avec un petit peu de méfiance. Je suis dans un pays où la quasi-totalité des opposants sont soit en prison, soit en exil, et où la majorité des partis politiques sont empêchés de se présenter. Et quand ils sont autorisés, le président lui-même, je vous dis, c'est vraiment la république du Gondwana, regarde la liste et invalide les candidats qui lui posent problème et valide les candidats qui sont en réalité des gens de chez lui qu'il met dans les partis. Pour les téléspectateurs, vous pouvez dire ce qu'est la république du Gondwana ? C'est une république caricaturale où le président décide de tout, fait la pluie et le beau temps, et le plus grand tyran, où il n'y a pas de démocratie, où on est dans une tyrannie qui dépasse l'entendement. Si je vous dis que vous êtes à l'Afrique, au Bénin,
Parce que et vous avez dit, il y a des sonorités un peu comparables. Est-ce que Zemmour est à la France? Il s'est lancé en politique d'ailleurs. Avec un grand échec qui m'a fait beaucoup sourire. Mais c'est pas votre tasse de thé, c'est j'imagine. pas ma tasse de thé pour plusieurs raisons. Mais lui, il défend aussi l'identité. Moi, je vais vous dire mon problème fondamental que j'ai avec Zemmour. Moi, j'ai aucun problème avec les nationalistes, à la base. Aucun. Je suis invité. J'en êtes un peu. J'en suis un, assumé. Même si le terme souverainiste me parle encore plus, patriote me parle encore plus. Et les nations qui nous sont imposées sont des nations qui ont vocation, je pense, dans un temps futur, sur certains points, dans certaines entités, à changer. En Afrique, en tout cas. Mais je suis invité par des patriotes et des nationalistes en Amérique du Sud. Je suis invité par des patriotes et des nationalistes au Moyen-Orient. Je suis invité partout, dans le cadre de notre combat panafricaniste. Mais moi, je m'attaque aux élites. Mon problème, c'est l'élite. Il serait très facile pour moi, avec le nombre de gens qui me suivent, que ce soit en Afrique ou en France ou en Europe, de commencer à lancer une détestation vis-à-vis du français du quotidien qui n'a rien demandé, qui a du mal à joindre ses deux bouts. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus frontal. On avait beaucoup moins d'expérience, on avait moins voyagé, donc j'étais en effet beaucoup plus dur. Et j'étais dans une sorte d'essentialisme. On vous a même accusé d'antisémitisme. Oui, on m'accusait de tout, d'anti-martien aussi, ça me dérange pas. Mais la réalité des faits est que quand vous voyagez, quand vous vous confrontez à la réalité des différents peuples, des souffrances des différents peuples, vous êtes obligé de rentrer dans la nuance, que vous le vouliez ou pas, non pas pour faire plaisir aux gens, pour être en harmonie avec le réel. Oui. Maintenant, Zemmour ne s'attaque pas aux réelles causes, il s'attaque aux conséquences. Il est très facile de parler de l'immigration sans parler de l'immigration des matières premières, de l'immigration des ressources naturelles ou des ressources minières, parce qu'il y a un suivi de ces ressources qui sont pillées par des populations qui ne comprennent pas pourquoi dans cette copulation, excusez-moi ce terme provocateur, de nos élites corrompues africaines et de l'oligarchie occidentale, eh bien, il y a des contrats qui sont passés, des accords tacites qui sont passés pour que ces ressources migrent. Eh bien, il y a une partie de la population qui migre. Et Zemmour tape sur la population qui migre, dont il est lui-même originaire, puisque je crois que c'est un berbère, mais ne tape pas sur ceux qui sont à la base, ces multinationales avec lesquelles il est prêt, puisqu'il est très proche du haut patronat, il est prêt à travailler, alors que ces gens-là ont une responsabilité dans ce qui se passe. Quand je vois un Zemmour qui est proche d'un Bolloré, mais Bolloré, qu'on le veuille ou pas, à différents degrés, a des responsabilités aussi dans un certain nombre de pillages sur le continent africain. Pourquoi on ne le dit pas? Vous n'entendrez pas Zemmour dire ça. Ça pose problème. Optimiste. Maintenant, je termine juste sur Zemmour, il n'en demeure pas moins que c'est un brillant provocateur, même si je trouve qu'on lui donne du menu fretin en face, et le jour où il sera face à des vrais débatteurs, il aura beaucoup de mal, comme vous, je pense. Optimiste pour votre continent? Très optimiste. Partout où je voyage, je vois il y a une fièvre qui est en train de monter, très clairement. Transgénérationnelle, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de génération. Il y a une volonté de changement. Vous vous appuyez sur ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, la woke? Non. La culture woke? Pour moi, c'est des foutaises. C'est de la foutaise. Et je vais donner un exemple précis. De Gaulle, qui est un héros pour vous, est quelqu'un qui ne m'inspire aucun respect. Je vous le dis en toute sincérité. Mais je ne me vois pas, ou même allons plus loin, parce que De Gaulle reste quand même pour vous une grande figure, même si moi il m'inspire rien, et je vous le dis, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, et j'en ai le droit. Mais Napoléon Bonaparte, c'est un grand pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un que je méprise à un degré qui dépasse l'entendement. Mais je ne me verrai pas faire des manifestations pour appeler à déboulonner la statue de Napoléon en France. C'est votre pays, c'est votre culture. Et de la même façon, dans nos pays, on a le droit de célébrer des gens qui ont chassé l'armée coloniale ou la France coloniale en tant que telle. Les héros des uns ne sont pas les héros des autres. Et je trouve que cette volonté d'imposer de manière caricaturale, de forcer les autres à dire ce que vous voulez entendre ne résout pas le problème et ne soigne pas la maladie. Merci Kémy Séba. Moi qui vous remercie, monsieur. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique L24. Voilà l'interview de Kémy Séba qui lui a valu la censure sur la chaîne LCP. Donc, les héros des autres ne sont pas les héros des uns ne sont pas les héros des autres. Alors, nous devons apprendre à respecter
ce qui a de valeur pour certains et pour les autres. Mais c'est ce que les Occidentaux ne savent pas. Ils veulent nous imposer leur culture. Ils veulent nous imposer leur démocratie. Ils ne cherchent pas à savoir quelle est la démocratie qui peut concorder avec la culture africaine. Non, mais ils veulent effacer tout pour nous imposer leur démocratie, comme si leur démocratie était la démocratie exemplaire et acceptable à tout le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand nous voyons la guerre de l'Ukraine, c'est une guerre où on veut nous imposer une structure, excusez-moi, une structure qui est la structure occidentale dont le président Poutine ne veut pas. Le président Poutine, les Russes, ils ont leur culture. Et voilà que quand nous voulons protéger nos cultures, c'est là où on appelle chez certains la dictature. Mais quand Macron quitte chez lui pour aller saluer les génocidaires comme les Denis Sassou Nguesso, c'est ça la démocratie. C'est ça l'exemple que eux ils veulent nous vendre. Ils présentent au peuple un génocidaire comme Denis Sassou Nguesso. Et quand les Occidentaux se permettent à donner de l'aide, à accorder de l'aide au Rwanda, qui tue, qui attaque, qui fait la même chose que eux ils sont en train de condamner à Poutine. Mais celui-là a mérite de recevoir de l'aide pour aller tirer sur un peuple pendant 20 ans. Alors, quand Kémy Séba ou les activistes pensent à le dire, le dénoncent, deviennent les ennemis des Occidentaux. Mais si cela ne tient que... Si être les ennemis des Occidentaux tiennent à ce que nous dénonçons, tiennent à la vérité, nous allons aller jusqu'au bout de cette vérité. Parce que nos peuples doivent comprendre pourquoi l'Afrique a mis tant de temps et continue à mettre de temps à s'émanciper, à se développer. Et pourquoi les peuples doivent savoir, et vos peuples à vous, à l'Occident, doivent comprendre le problème de l'immigration, la vraie source de l'immigration, comme vient de le dire Kémy Séba. Zemmour nous parle des conséquences, mais ne nous parle pas d'où commence le problème. Aujourd'hui, s'il y a l'immigration en France, mais vos dirigeants, vos autorités doivent avoir le courage de vous dire de l'immigration. Pourquoi ils ne parlent pas de... C'est ça, en fait, le problème des Occidentaux. Ils savent parler de ce qui se voit, de la surface, mais ils ne veulent jamais parler du fond. Et nous, les peuples, la société civile, nous, les simples peuples, les simples citoyens, on va aller creuser la vérité que les Occidentaux veulent enterrer, que les autorités ont toujours enterré, pour vous parler juste des conséquences et de la surface ou des faux résultats. Nous allons aller chercher ça pour vous apporter. Parce que nous ne pouvons plus aller aveuglement et suivre aveuglement. Macron a le droit d'aller saluer, d'aller... de faire des interviews avec ceux qui sont en train de tuer les peuples, les génocidaires comme les Ouattara. Mais ils n'ont qu'à accepter ce qu'ils ont fait pour Gbagbo, qui a détruit, qui a mis aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit dans cet état. Le Congo-Brazzaville, la RDC. Mais ils n'ont qu'à nous parler de l'histoire de la RDC, où Léopoldville, Léopold, le roi de Belge,
a fait subir au peuple Congo. Ils n'ont qu'à nous parler de la conférence de Berlin. Comment est-ce que eux ils ont divisé nos pays, notre royaume Congo qui englobait toute l'Afrique centrale ou encore toute l'Afrique. Ils n'ont qu'à nous parler de ça. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à diviser les peuples. Ces petites guerres où eux ils viennent, ces petites guerres, il n'y a pas une petite guerre. Ces guerres que eux ils créent dans notre pays, dans nos pays respectifs, où ils nous parlent des guerres ethniques. Qui c'est qui vient créer ces guerres ethniques? Où trouvent comment on appelle ces tribus trouvent des armes. Alors arrêtez de nous mentir. Arrêtez de mentir notre peuple. Et comme nous sommes là, nous avons été dans les mêmes écoles que vous, nous connaissons la vérité, nous sommes obligés, dans l'obligation d'apporter la vérité devant nos peuples. A fini le jeu que vous étiez en train d'intimider nos parents, vous étiez en train d'intimider nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Nous sommes prêts à mourir pour notre nation et pour notre peuple. Notre peuple ne doit plus mourir dans l'aliénation, dans l'ignorance. Notre peuple doit savoir pourquoi on a tué Thomas Sankara, pourquoi Thomas Sankara a été assassiné, comment est-ce que Kwame Nkrumah a été assassiné, comment est-ce que Lumumba avait été, pourquoi ils doivent se poser des questions et pourquoi et comment. Nos peuples doivent le savoir. Et comme vous avez caché cette histoire, nous allons apporter la vérité auprès de notre peuple. Nous ne pouvons plus célébrer vos héros dans nos pays. Et les nôtres, nous devons les enterrer et nous devons les oublier. On doit aller chercher l'histoire de nos ancêtres, on doit aller chercher l'histoire de nos héros. Nous devons voir. En plus, vous devez avoir honte. C'est votre orgueil, en fait, au lieu, comme on le dit dans la Bible, il faut, quand vous savez déjà, quand vous attrapez la main dans le sac, essayez de négocier et demander pardon. Mais vous êtes en train de vous enorgueillir. Votre arrogance vous pousse au point où vous êtes en train de vous enfoncer dans votre bêtise et dans vos conneries. Vous êtes en train de vous enfoncer. Vous croyez parce que vous avez tellement cru à nous faire miroiter le mensonge de l'histoire, à nous faire dérouter de l'histoire. Vous avez tellement cru à ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre que les choses ont changé. Nous sommes à l'ère du Verseau, le 6 est devenu le 9 est devenu le 6. Vous n'arrivez pas à comprendre de ça. Vous avez tellement du mal à y croire. Mais nous allons vous pousser, nous allons vous obliger à y croire parce que c'est ça la vérité et la vérité est têtue. Donc voilà mes chers compatriotes, à vous de voir pourquoi cette interview a été censurée. Quelle est la chose, quelles sont les choses que Kémy Séba a eu à dire qui méritent la censure? Pour vous dire que ces maîtres, ceux qui nous parlent des droits de l'homme, n'aiment pas la vérité. C'est pour ça qu'ils ont toujours organisé le terrorisme, que eux-mêmes ils donnent des noms, ils connaissent les noms de chaque terroriste dans chaque pays, dans chaque zone. C'est pour que d'ailleurs, puisque c'est eux qui les créent, donc c'est eux qui savent comment il faut leur donner les noms. Parce que moi, je ne crée personne. C'est comme aujourd'hui, c'est moi qui ai mis mes enfants au monde, c'est moi qui leur donne les noms. Donc c'est comme ça que ces Occidentaux opèrent. C'est eux qui créent les terroristes et c'est eux aussi qui leur donnent les noms. Parce que sinon, autrement, comment est-ce qu'ils devaient savoir le terrorisme? Là-bas, c'est le djihadisme, là-bas, c'est les je ne sais pas quoi, là-bas, ils savent comment donner les noms à ces terroristes parce que ça les a, enfin, ça les permet de les identifier de les identifier où ils se trouvent. Alors, chers compatriotes, est-il aussi normal qu'on puisse vous voir
Un pays comme la RDC, qui est attaqué pendant 27 ans avec 15 millions de morts, à qui on impose l'embargo de ne pas pouvoir s'armer pour se défendre, si ce n'est pas vraiment leur complicité de pouvoir rendre la vie misérable à cette population. Et nous savons tous aujourd'hui pourquoi il y a la guerre dans cette zone de l'Est, parce que les multinationaux, tous, ils trouvent leur bonheur, ils trouvent leur part. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que cet endroit soit sécurisé. Aujourd'hui, les régions de l'Est de la RDC est aux mains des M23, que Macron étant en RDC n'a pas pu prononcer qui est en train d'attaquer, qui attaque, parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes. Ils sont des responsables du désordre qui se trouve en RDC. Et lui, Macron, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, avec la destruction du Congo-Brazzaville, ils sont tous les complices. Ils ne vont pas ignorer le génocide commis par Denis Sassou Nguesso. Là, Denis Sassou Nguesso est là pendant 40 ans. Ils vont nous parler de la démocratie. Quand nous allons voir du côté du Gabon, le Gabon, c'est devenu c'est l'empire. Depuis que le Gabon existe, je n'ai pas connu un autre président que la famille Bongo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que nous trouvons ça normal? Et ça, on ne peut pas le dire, on ne peut pas s'empêcher, et on vient nous mener la guerre, nous qui sommes là pour dénoncer et dire la vérité à notre peuple. Voilà comment est-ce que cette démocratie marche. Voilà la démocratie qu'on nous a toujours exposée, la démocratie qu'on nous a toujours exigée. Mais aujourd'hui, cette démocratie doit être des démocratie adaptée à nos cultures, adaptée à nos coutumes. Nous allons plus accepter toute cette démocratie cracheuse de l'Occident venir nous imposer et nous peindre ça sur notre identité. Puisque nous ne sommes pas leurs semblables, ils n'ont qu'à accepter ce que nous voulons pour nos peuples. Alors aujourd'hui, nous ne voulons plus les chefs d'État mafieux exigés et imposés par les Occidentaux comme les Denis Sassou Nguesso, le génocidaire de tous les temps. Mais il marche librement, on le reçoit librement. Aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Personne ne nous parle des crimes. Personne ne condamne les crimes de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, on veut nous imposer son fils. Aujourd'hui, on veut encore créer une génération, une jeunesse qui va venir nous imposer la fausse démocratie à l'occidental. Alors, chers compatriotes, ouvrons les yeux. Nous sommes là pour mener ce combat parce que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner certains, pour applaudir certains. Nous avons tous les capacités de pouvoir trouver le bonheur sur cette terre. Nous sommes tous les créatures de Dieu et Dieu ne nous a pas envoyés pour nous voir dans la misère, pour nous voir que les malins puissent retirer la vie à ces créatures. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Nous avons toujours beaucoup de choses à dire, mais comme nous ne pouvons pas rester aussi longtemps, nous avons d'autres obligations qui nous obligent de continuer notre journée. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Je demande à tous les Congos, chers compatriotes, n'hésitez pas de signer la pétition qui va nous emmener vers la libération de nos terres, la libération de nos richesses, la libération de nos peuples. La Fédération Congo, mes chers compatriotes, c'est la fédération, c'est le chemin qui est là pour enlever l'humiliation qui a été, pour enlever aussi la peur
qui a été exigé à nos peuples par la famille Denis Sassou Nguesso, par la famille des Mboshi que les Occidentaux ont exigé dans notre pays, dans nos terres, pour tirer sur nous, commettre le génocidaire sur les propriétaires des terres. Chers compatriotes, nous ne sommes plus à l'heure où nous devons rester assis à regarder que Dieu va venir faire. Dieu nous a donné ses capacités, Dieu nous a donné les moyens pour pouvoir combattre contre l'impérialisme, combattre ceux qui nous empêchent de trouver le bonheur, de vivre de nos richesses. Alors, chers compatriotes, sur ce, ici c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Merci à tous ceux qui ont compris notre combat et ceux qui comprennent le concept de la Fédération Congo. Aujourd'hui, vous êtes en train de sous-estimer cette fédération. Mais la fédération, mes chers compatriotes, vous savez bien que les États-Unis, aujourd'hui, ils vivent de la fédération. Aujourd'hui, ils sont fiers de cette fédération. Chers compatriotes, il n'y a que dans ce chemin de la fédération que nous allons émerger notre pays, que nous allons émerger notre situation, la situation dans la Fédération Congo, la situation des Congo, des peuples Congo. Sur ce, je salue mes amis de lutte, mes amis de combat, les gouverneurs de la Fédération Congo, les rois de la Fédération Congo et les peuples de la Fédération Congo. Seule la lutte libère. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Le peuple gagne toujours et le peuple Congo en avant. Mes chers compatriotes, nous sommes en train de gagner du terrain. Comment on appelle la victoire des peuples Congo et pour vous. La victoire des peuples Congo est là, mes chers compatriotes. Mais nous avons besoin de votre détermination et de votre courage. Sur ce, bonne journée à vous. La lutte continue, le peuple gagne toujours.